Je suis responsable chez Orange d'une équipe qui s'occupe de traiter les délits sur Internet, les délits commis par nos clients et aussi de s'occuper de la lutte contre le spam. Les attaques sont très différentes de celles qu'on pouvait trouver au début des années 2000, puisqu'au début des années 2000, on était sur souvent de la transmission de virus. On transmettait un virus, les gens étaient mal protégés, donc ils téléchargeaient des pages, ils allaient sur des sites avec des compromissions, et ensuite ils étaient ce qu'on appelle utilisés comme des PC zombies, c'est-à-dire qu'ils étaient utilisés essentiellement pour faire des attaques de spam. Donc aujourd'hui, les attaques sont un peu plus techniques, elles sont un peu plus poussées. On a les usurpations d'identité qui sont arrivées aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant on essaye de voler les identifiants des clients pour faire du spam à travers leurs identifiants, parce que ça permet de faire du spam en passant par des serveurs légitimes, ce qui est plus facile pour être délivré chez les correspondants que vous voulez toucher. On a les tentatives de récupération des données bancaires, qui étaient quand même beaucoup moins présentes au début des années 2000. On a les ransomware qui sont apparus, qui vous bloquent un petit peu tous vos devices, et donc on a vraiment une typologie différente. C'est beaucoup plus décentralisé, c'est beaucoup plus morcelé, parce que d'abord c'est mondial. Donc ça peut être n'importe où, et quelqu'un peut travailler pour quelqu'un en France en étant au Brésil, et avoir récupéré des informations de quelqu'un qui vient des États-Unis. Et on a une professionnalisation très très forte des attaquants, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'eux, on parle des entreprises cybercriminelles. On attend une dimension industrielle avec des moyens très importants, avec des gens qui font de la recherche chez eux aussi, comme chez nous de l'autre côté. Donc oui, on est vraiment sur une industrialisation. On est sur une sectorisation, c'est-à-dire que le secteur est chaque personne a sa mission. Il y a des gens qui sont là pour voler les comptes, il y en a qui sont là pour les utiliser, il y en a qui sont là pour faire du spam, d'autres pour faire des attaques des DDoS, d'autres pour infecter les clients. Il y a des call centers pour essayer de passer les CAPTCHA, par exemple. Il y a carrément des call centers qui peuvent être... Vous pouvez louer un call center. Ce sont des gens qui organisent quelque chose et puis qui vont louer les services de spécialistes dans le domaine, ou de gens qui se font une réputation, qui vont acheter des listes parce qu'ils savent que la personne qui vend cette liste, la liste est bonne à 90% par exemple, et donc qu'on va pouvoir tout de suite l'utiliser. C'est vraiment des compartiments, et tout ça, toutes ces données-là s'échangent et se vendent dans le darknet comme il se doit, quoi, tranquillement, avec le Bitcoin qui est apparu pour faciliter un peu le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies pour faire les échanges, et puis toute cette partie Darknet, Deepnet, qui permettent de se masquer pour faire tous ces échanges, et qui donc ont facilité, bien entendu, la transmission des données, la revente des données des clients et leur utilisation derrière. Bon, il y a le piratage donc mafieux qui est là pour faire du bénéfice. Mais on sait aussi que parallèlement, on a aussi des attaques qui sont là plus au niveau étatique, et là, c'est des choses qui sont aussi très très organisées. Hein, donc, Ce qu'il faut surtout savoir, c'est le rapport financier qui est quand même très important, et que beaucoup de gens ne voient pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu une étude qui est parue il y a 5 ou 6 ans, qui disait en gros que le spam rapportait plus que le trafic de drogue. Donc ça rapporte beaucoup d'argent, avec des risques qui sont quand même nettement moindres que sur un trafic de drogue, que sur toutes ces actions criminelles pures, parce que d'abord c'est plus difficile de coincer quelqu'un, d'attraper les teams de pirates. Alors ça arrive, heureusement, hein. Heureusement, il y a des coups de filet tous les ans, régulièrement, mais c'est des coopérations internationales qui sont très longues. Sur la partie spam cybercriminel, on a des outils essentiellement. Donc on utilise beaucoup d'outils. Alors on a des outils qui sont notre infrastructure de messagerie, hein, qui est un outil. Il y a une partie intelligente dans la messagerie qu'on appelle le MTA, qui est une partie qui nous permet de faire des réglages pour essayer d'identifier les mails
cybercriminels avant de les accepter. Quand vous voulez envoyer un mail à quelqu'un, votre serveur, au moment de l'envoyer, il va aller frapper à la porte du serveur sur lequel vous le voulez envoyer. On va faire juste un toc-toc, hein, on appelle ça un hello dans la messagerie. Et donc là, on va se présenter. Je vais me présenter. Donc je vais dire, bah voilà, moi je viens depuis telle adresse IP, je suis tel serveur, et j'aimerais bien t'envoyer un mail. C'est le premier niveau de filtre qui va avoir lieu. Pour protéger à ce niveau-là, on a des listes d'adresses IP, d'adresses de serveurs qui sont bannies. C'est-à-dire que c'est des adresses de serveurs qui ont été identifiées un peu partout dans le monde, hein, puisque c'est des adresses qui sont communes à tout le monde. Hein. C'est des adresses qu'on achète, mais c'est des adresses, enfin les blacklists qu'on achète, et ce sont des blacklists qui sont, on va mettre, s'il y a eu une attaque aux États-Unis qui a été identifiée, on va mettre les IP qui ont attaqué les États-Unis dans cette blacklist pour protéger les autres au cas où elles reviennent attaquer. Je suis bloqué aux États-Unis, je vais attaquer ailleurs. Donc non, quand une adresse IP fait du spam quelque part, elle est bloquée, elle est mise dans ces blacklists. Donc ces blacklists vont dire simplement, quand on va faire hello, on va lui dire, soit on ne va pas lui répondre du tout même, soit on va lui dire, bah non, on ne veut pas parce que tu es connu comme étant un spammer, donc on ne veut pas. Et on va le rejeter en lui mettant un code erreur, qui permettra, si la personne est de bonne foi, c'est-à-dire que parce qu'il peut y avoir des erreurs, des IP qui ont été attribuées, la personne aura l'information qu'elle a été rejetée, et avec cette information, elle pourra revenir vers le serveur qui l'a refusé, pour lui dire, bah voilà, j'ai été refusé, je ne comprends pas pourquoi, est-ce que vous pouvez me donner des explications? Ensuite, une fois qu'on a commencé à dire, oui, je veux bien recevoir ton message, mais donne-moi un peu plus d'informations. On envoie ce qu'on appelle les en-têtes du mail. C'est la partie technique dans le mail que vous ne voyez pas dans votre mail. Hein. Dans votre mail, vous voyez le contenu du mail. Mais en fait, il y a toute une partie qu'on appelle les en-têtes qui contiennent des éléments techniques dedans. Donc on va dire, bah, envoie-moi ça. On va avoir des filtres qui vont avoir lieu sur la façon dont on a répondu, sur la propreté des en-têtes, sur des données très techniques très très précises, qui vont nous dire que, ben oui, il est légitime, mais la façon dont il procède comme les pirates. Donc par défaut, je vais lui dire, bah écoute, on a un problème, bah non, finalement, on ne va pas accepter quand même que tu nous envoies ton mail. Et pareil avec un code erreur, qui va permettre, si c'est une personne de bonne foi, qui va permettre de revenir vers nous, et puis on va lui dire, bah, vous êtes rejeté pour telle raison, il manque tel paramètre, enfin, avoir tous les éléments possibles pour qu'il se remette en état d'en envoyer ses mails. Donc ça, c'est vraiment la partie qui va bloquer les mails avant qu'ils arrivent sur notre plateforme. Ça représente, c'est ce que je disais, ça représente en temps normal 95% des mails sont rejetés. Et quand on est en période de crise, comme on en a subi en fin d'année et en fin d'année 2020, début d'année 2021, on peut monter à 98% de rejet. Et on fait 98% de rejet, et il y a très très peu de faux positifs. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de rejets qui ne sont pas justifiés. Donc voilà, donc ça c'est pour le volume. Ensuite, sur les 5% qu'on accepte, il y a le filtre anti-spam qui va continuer ses investigations sur le mail et qui va prendre une partie de ces messages et qui, au lieu de les déposer en boîte de réception, va vous les déposer dans la boîte à spam ou dans la boîte courrier indésirable. Elle peut avoir plusieurs noms. Ça représente pratiquement 2% à 3% de ces 5%. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, on délivre réellement dans la boîte de réception de nos clients à peu près 3% des mails qu'on a essayé de nous envoyer en entrée de plateforme. Et ça, c'est une particularité qu'on a aussi de par la législation française. La boîte mail du client, c'est un coffre-fort. Hein, c'est régi par le code des télécommunications. Une fois qu'on a déposé un mail dans la boîte du client, on n'a plus le droit d'y toucher, on n'a même plus le droit de le regarder, on n'a pas le droit de regarder la boîte de mail des clients. C'est pour ça qu'on fait cette différenciation, pour essayer d'identifier quand même des mails qui sont du spam. On les a acceptés, donc on est obligé de les délivrer. Par contre, on s'aperçoit qu'effectivement, potentiellement, c'est certainement du spam quand même. Donc là, on va les mettre, mais on va les mettre dans la boîte courrier indésirable ou spam. Et les autres, on les a délivrés. Et si on a délivré quelque chose et qu'on se rend compte une demi-heure après que c'est une campagne de phishing, on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas aller le marquer, on ne peut plus rien faire. Hein, on est sous une protection des données, c'est un coffre-fort, on n'y touche plus.
Alors, les listes d'adresses IP, ce sont des listes qui sont faites par des sociétés spécialisées dans la création de ces listes et dans la lutte contre le spam, et qui vendent ces listes. C'est un marché qui vendent ces listes de protection. Et donc, en fonction de leur efficacité et en fonction des tests qu'on fait, on va acheter cette liste plutôt que celle-là parce qu'elle correspond plus au marché français, parce qu'elle va bloquer plus de comportements atypiques en direction de nos clients. Oui, la plus connue, c'est Spamhaus, c'est celle qui est la plus ancienne. Il y a Spamhaus, il y a SU, RBL. Il y en a on va dire qu'il y en a il y en a un bon nombre, il y en a 20 ou 30, mais il y en a une dizaine qui sont connus un petit peu partout et qui sont utilisés. On peut faire des tests sur leur liste. On sait souvent la réputation de cette liste. On arrive souvent à savoir que oui, cette liste est plus efficace, par exemple pour les Français. Celle-là marche très très bien sur le marché polonais. Là, moi, je vous ai parlé des blacklists pour le mail, mais il y a aussi des blacklists pour empêcher la navigation depuis certaines IP, c'est-à-dire les tentatives d'intrusion sur les sites, les attaques sur les sites. Donc il y a des blacklists qui protègent tous les différents organes de l'Internet. Donc là, moi, je vous ai parlé de celle pour le mail, mais il en existe qui vont protéger vos DNS. Le DNS, c'est la partie qui vous permet de faire la traduction quand vous tapez une adresse mail, que vous tapez Toto, je vais aller sur toto.fr. Le DNS, c'est ce qui fait la traduction, qui traduit toto.fr en une adresse IP fixe qui va vous permettre d'y aller. Il y a aussi des blacklists pour protéger les requêtes sur les DNS, c'est-à-dire qu'il y a des attaquants qui vont essayer de saturer en demandant plein de fois un site qui n'existe pas et qui vont essayer donc de saturer ou qui vont demander un site qui existe mais de façon massive pour essayer de le faire tomber. Donc il y a aussi des blacklists qui protègent à ce niveau-là, il y a des blacklists qui protègent sur la navigation. Et donc ces gestionnaires de blacklists sont spécialisés dans ça. Ils utilisent souvent des utilisateurs de confiance. Ils récupèrent les signalements, ils récupèrent les rejets un peu partout parce qu'ils ont des gens un peu partout dans le monde qui sont des clients finalement et qui reçoivent pas, qui signalent. Il y a des listes de signalements qui sont communes à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils détectent des attaques de spam, ils mettent à disposition en disant voilà, il y a ce spam qui circule. Donc ça leur permet d'aller récupérer des informations là-dessus. Et ce qu'on appelle les blacklists sont mises à jour toutes les 5 ou 6 minutes. C'est-à-dire quand vous achetez une blacklist, vous n'achetez pas un one-shot, vous achetez une liste qui se met à jour en permanence, bien entendu. Puisque les attaques, elles évoluent. Je sais pas, nous on a eu une attaque récemment qui venait de Russie, c'est assez rare, mais bon, on l'a eu. Les IP sont venus, puis le fournisseur russe s'est rendu compte qu'il y avait un pirate chez lui, il a enlevé le pirate de chez lui, on les a enlevés de la blacklist. Alors c'est pas nous qui le faisons, c'est le gestionnaire de la blacklist qui est en charge de mettre à jour au fil de l'eau, au fil des détections des attaques un peu partout dans le monde. Ce sont des gens qui en général ont des marqueurs un peu partout dans le monde pour repérer ces attaques. Par contre, ce qui est très important pour nous, c'est l'efficacité de cette liste. C'est-à-dire qu'il faut que cette liste soit le plus efficace possible pour nous, sans faire trop de faux positifs. Parce que faire trop de faux positifs, ça nous engendre un coût à nous de traitement, qui là est un traitement humain, et donc qui va nous coûter du temps et donc de l'argent, et qui va être pénalisant pour nos clients, qui vont se retrouver avec des mails qui n'arrivent pas alors qu'ils les attendaient. Les blacklists d'adresses IP, on peut compter les adresses IP mises dedans en millions, oui. C'est des réseaux complets, souvent on utilise... on va bloquer tout un réseau complet, c'est-à-dire que c'est les adresses IP individuelles. Après, on parle de ce qu'on parle un /24, c'est 255 adresses IP. Et puis après, il y a des /23 qui vont être 2 fois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, on bloque c'est par millions, oui. Les serveurs, oui, il y a beaucoup de serveurs dans le monde. N'importe qui pourrait installer un serveur chez lui et puis envoyer directement ses mails sur l'Internet. Alors, c'est pas l'anarchie non plus, parce que ces serveurs, ils sont régis par ce qu'on appelle des RFC, qui sont des recommandations techniques, qui sont des recommandations, sauf que si vous ne respectez pas ces recommandations, vous avez beaucoup de chances de vous faire bloquer dans plein d'endroits différents. C'est-à-dire que c'est des recommandations, mais c'est des recommandations fortes.
Ce sont les gens qui ont créé la messagerie, qui ont créé les premières RFC, c'est-à-dire qui ont décrit le fonctionnement attendu d'un serveur de messagerie. Voilà, on veut qu'un serveur de messagerie, quand il envoie un mail, il se comporte de telle façon, telle façon. Donc il y a beaucoup de RFC qui expliquent comment on doit créer son serveur de messagerie. Dans un échange de mails, il y a des recommandations à respecter. Alors ça fait bizarre de dire recommandations à respecter, mais voilà, on ne peut pas créer une loi de l'Internet, mais par contre on peut créer des recommandations fortes, et si vous ne les respectez pas, vous avez beaucoup de chances de vous faire bloquer dans la première partie que je vous ai décrite. Vous ne respectez pas les préceptes techniques, donc c'est bizarre. On ne va pas vous accepter, on va attendre que vous vous mettiez en conformité avant de le faire. Donc ces RFC, elles sont évolutives, puisque les moyens de sécurité sont en évolution permanente pour s'adapter aux attaquants. Et il y a aujourd'hui des organismes qui sont porteurs de beaucoup de RFC et de best practices aussi. Il y en a un qui est le plus connu et le plus important au monde qui s'appelle le Messaging Mobile Malware Anti-Abuse Working Group. On appelle ça le MOG de façon plus commune. C'est un organisme, alors c'est une association qui se réunit 3 fois par an. Donc pour faire partie de cette association, il faut déposer sa candidature. La candidature est acceptée ou est refusée. C'est un système à l'américaine, donc quand vous êtes refusé, on ne vous dit pas pourquoi vous êtes refusé, mais vous êtes refusé. Quand vous êtes membre du MOG, vous n'êtes pas membre du MOG à vie. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les règles du MOG, qui sont des règles essentiellement basées sur la lutte contre le spam, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est-à-dire que vous êtes membre du MOG et puis vous faites du spam, puis vous laissez faire le spam, vous pouvez vous faire exclure du MOG. Et on peut parler de RFC. Alors maintenant, on parle beaucoup plus de best practice, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a des comités techniques ou des comités juridiques. Enfin, il y a différents comités qui vont siéger où tout le monde peut discuter. Et il y a des livres blancs qui vont sortir, dire voilà, pour utiliser tel produit, voilà comment on considère qu'il faut que ce soit utilisé. Alors c'est des temps longs, ça met 1 an ou 2 ans à sortir, ces recommandations, mais quand elles sortent, elles font un effet important, c'est-à-dire qu'une fois que cette recommandation est sortie, tout le monde va se caler à cette recommandation. Donc c'est des moments d'échange importants, c'est des conférences où n'importe qui peut aller présenter des choses qu'ils ont mis en place. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des présentations pour expliquer qu'on avait mis en place un traitement des réseaux de botnet de telle façon, qu'on avait testé telle chose. Donc ça, c'est très très bien parce que ça donne de l'information à tout le monde. Et puis ensuite, il y a toute la partie échange informel. Et dans cette partie échange informel qui est très importante, c'est finalement de mettre un visage sur quelqu'un. C'est important pour la personne de Google de savoir qui est la personne de Orange. Donc ça, c'est dans ces milieux-là qu'on effectue ces prises de contact, ce travail ensemble, et ça nous permet dans ce collaboratif d'être quand même beaucoup plus efficace. Et puis c'est là qu'on apprend les attaques de demain aussi pour nous, puisque souvent ce qui va se passer aux États-Unis va passer après en Asie, et puis après va venir chez nous. Donc quand les gens nous signalent qui subissent aujourd'hui tel type d'attaque, c'est très important pour nous d'avoir ces informations. Donc il y a le MOG côté messagerie mobile malware, il y a le London Action Plan pour le phishing, il y a Signal Spam en France par exemple pour tout ce qui est emailing. On discute beaucoup avec les routeurs américains aussi, avec tous les gros routeurs, parce qu'il est indispensable que les routeurs de l'e-marketing soient le plus propre possible pour pas qu'il y ait justement cette zone grise qui a été évoquée. Il faut qu'il y ait vraiment une différence entre l'email marketing et l'email cybercriminel. Il ne faut pas que l'email marketing commence à utiliser des méthodes proches du cybercriminel, parce que sinon la frontière elle va être trop proche et forcément il va y avoir des dégâts pour tout le monde. Dans la gestion de la menace, on est très très souvent en contact avec des serveurs, des hébergeurs qui sont hors territoire, parce que les pirates s'organisent aussi de cette façon-là. C'est-à-dire que quand ils utilisent des serveurs français, ils vont aller attaquer les Italiens ou les Américains. Quand ils ont des serveurs français, ils ne vont pas attaquer d'autres Français parce que
ce serait plus facile pour nous de discuter, de réagir très très vite. Hein. Donc ils essayent toujours de jouer sur cette mondialisation pour faire leurs attaques. Donc effectivement, on est toujours obligé de discuter. Donc nous, on est en contact tous les jours avec des hébergeurs américains où on leur envoie des choses en leur disant, voilà, là il y a un site qui se fait passer par Orange, c'est pas Orange, est-ce que tu peux l'enlever? Ou on envoie un mail à nos correspondants pour leur dire, dis-moi, on subit des attaques de spam qui proviennent de tes serveurs, voici des adresses IP, ça s'est passé à telle heure, et est-ce que tu peux regarder? Et nous, de notre côté, on reçoit beaucoup d'informations aussi, puisque quand on rencontre les gens, la première chose qu'on leur dit, si nos clients vous envoient du spam, surtout il faut nous le dire, parce que si nos clients envoient du spam, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont un virus, parce qu'ils ont une faille de sécurité. Donc nous, ça nous intéresse doublement, parce que d'abord, on va faire cesser cet envoi de spam, et ensuite, notre client qui est en faille de sécurité, on va revenir vers lui pour lui dire, vous avez un problème de sécurité. On a un format spécifique qu'on leur demande toujours. Hein. Alors il y a des formats standards, il y a eu une standardisation des formats pour faire ces plaintes, mais si on n'utilise pas le standard parfaitement, il y a des données qui sont indispensables pour nous pour traiter. Nous, par exemple, on a besoin de l'adresse IP qui a émis et l'horodatage précis de l'émission du mail pour pouvoir retrouver notre client. Donc, alors, les botnets, c'est un réseau de... Alors, il y a deux types de botnets. Il y a le réseau de botnets de PC, on appelle ça les PC zombies. C'est-à-dire c'est un attaquant qui a infecté un nombre de PC partout dans le monde. Hein. Il en a le contrôle, c'est-à-dire qu'il a le command and control du virus qu'il a mis dedans. Et donc, il a à sa disposition son réseau de botnet et il va louer les services de ce réseau de botnet pour faire une attaque de spam, pour faire une attaque, pour faire tomber un site, pour faire tout ce qu'on peut faire d'illégal sur Internet. Donc un réseau de botnet, c'est un regroupement de machines corrompues, guidées, enfin, dans la main d'un pirate. Donc voilà, c'est ça un réseau de botnet. Il y a aussi maintenant des réseaux de botnet, alors on appelle ça par extension, c'est des réseaux d'adresses mail dont le client s'est fait voler l'identifiant parce qu'on lui a demandé, il a donné son identifiant. Donc voilà, donc ils créent des pseudo-réseaux de botnet comme ça, qui sont utilisés là exclusivement pour faire des campagnes de spam. Donc ils vont prendre 150 adresses, en général d'un même fournisseur, et ils vont faire un envoi de mails, ils vont envoyer très peu, ils vont envoyer 25-30 mails dans la journée par client, et pour tout le réseau de botnet, des fois ils vont changer de sujet même à l'intérieur, ce qui fait que c'est plus difficile à passer pour les filtres. Voilà, ça c'est les deux réseaux de botnet. Alors notre façon de lutter, nous, c'est quand on identifie un de nos clients qui est dans un réseau de botnet, alors si c'est parce qu'il est en train d'envoyer du mail via nos serveurs, on va lui signaler, on va faire pour qu'il change son mot de passe et puis qu'il se remette dans une situation où le pirate n'est plus présent sur sa boîte mail. Quand c'est sur un PC qui a un virus, on va le détecter parce qu'on va recevoir des plaintes, les fameuses plaintes dont je vous ai parlé qu'on demande à recevoir. Donc on va recevoir 3 à 4 plaintes pour une campagne de spam pour un même client à nous. Ça veut dire que ce client a un problème sur son installation. Soit il fait partie d'un réseau de botnet, soit il a une faille de sécurité. Mais dans ces cas-là, on va revenir vers ce client, on va lui envoyer un mail pour lui dire, voilà, on a reçu des plaintes contre vous, si vous le faites exprès, bon, il faut arrêter, parce que ça peut arriver, mais c'est très très rare. Par contre, si vous ne le faites pas exprès, c'est que vous avez un problème de sécurité, et donc on le renvoie dans l'assistance en ligne, où on a créé plusieurs pages de manières de sortir de cette situation-là, de tester son PC, de toutes ces choses-là, pour lui donner les moyens de sortir de cette situation le plus vite possible. On n'a pas de chiffres officiels sur les botnets, mais on voit sur certains botnets qui ont été démantelés. Là, il y a eu 2 opérations un peu particulières qui ont été menées par les autorités. Donc il y a eu 2 actions, une dernière qui vient d'être faite là, par la police canadienne, où ils ont réussi à identifier physiquement l'endroit où il y avait les serveurs malveillants. Ils ont remplacé le serveur malveillant par un serveur à eux, qui finalement, à chaque fois qu'un client compromis venait sur ce serveur, on lui donnait l'autorisation de tuer en gros le virus qui était présent sur sa machine. C'était une manière, pas de désinfecter complètement, mais d'arrêter le botnet. Ils ont parlé en plusieurs millions de clients infectés par ce virus-là. Les virus, on parle en millions à chaque fois.
Donc voilà, et puis des virus, il y en a des variants, il y a le même virus qui a été utilisé 50 fois par 50 pirates différents et ainsi de suite. Donc c'est des volumes très 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 importants. Le chiffre qui circule, c'est souvent 10 à 12% du parc mondial qui est infecté.